précoce. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a pas le liquide, il y a pratiquement pas de liquide. Et un accouchement à 40 semaines. Ouais, d'aménorrhée. Ouais. Eutrophique, ça veut dire que le poids taille PC normal. D'accord. C'est ça que ça veut dire eutrophique. Bon, enfin bref, voilà ce qu'on trouve. Vas-y, on trouve cela, voilà exactement ce qu'on trouve. Comment vous interprétez ça? Typique, hein, de ce que je vais vous poser. Pardon? Pourquoi? Exactement. Elle a raison. Il y a une autre duplication, mais on laisse tomber la duplication. C'est vrai, il y a une duplication. Mais je voulais simplement vous montrer que là, ça vous dit, ça vous indique qu'il y a une perte et une gain. On suspecte en fait une translocation. Le problème, c'est que je crois qu'il n'y avait pas justement de chromosomes, nous ont, je sais pas. Donc, ce qu'on a fait simplement, c'est qu'on a vérifié sur le noyau qu'il y avait effectivement qu'il y avait 3 rouges. En mettant comme rouge, on a mis le 10Q en rouge, le 18P en vert, et donc il y a un vert, donc c'est bien, ça montre bien la délétion du vert, et il y a 3 rouges, ça montre bien la trisomie. Alors, dans ce cas de figure, vous comprenez, il faut faire le karyotype des parents, savoir si les parents n'ont pas une 10-18 équilibrée qui génère en fait le déséquilibre chez l'enfant. C'est fondamental. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas du tout. Je ne sais pas s'il y en a un autre. Attends. Les parents ont un karyotype ici normal. Bon, tiens, va à ta place, j'appelle quelqu'un d'autre. Tiens, viens. Ouais, toi? Vas-y, prends le micro. Ceci est le résultat illustré d'une CGH arrêt, comme tu vois. Mais là, c'est moi qui l'ai fait. D'accord? L'individu, il y a 2 individus, A et B, et ils sont tous les 2 normaux, comme toi et moi, apparemment. Et la CGH a été faite sur un ADN T-C, normal. Voilà ce qu'on observe au niveau d'un locus. Voilà les résultats. Alors là, commentez ça. Toi et tout le monde. On voit qu'il y a d'un côté plutôt une perte de matériel et de l'autre côté plutôt un gain. Il n'y a pas de conséquences délétères, ça veut dire que ça intervient sur une séquence non codante. Non? Pourtant, elle est codante. Bon. Ok. Alors, Ça intervient sur une séquence. Non, mais c'est intéressant. Elle a raison. C'est une des hypothèses. Donc, elle dit séquence non codante parce qu'il n'y a pas de conséquences. Elle a raison. Mais je lui dis non, c'est une séquence codante. Ce sont des gènes qui sont sensibles au dosage génique. Ils sont sensibles. Mais c'est une bonne réponse aussi. Ah bon? Comment là? Ouais, tu m'expliques. Alors, il y a d'abord, on va décrire précisément la copie. Ah, ici, tu déduis qu'il y a une perte de combien par rapport à... Il y a une perte a priori de 1 exemplaire. Non, 2. Non, 1. Pardon. En tout cas de la moitié. Oui. C'est ça. Oui. Voilà, puisqu'on passe de 0 à moins 1, donc à la moitié. Et là, il y a une double duplication. plus que ça, puisque normalement une duplication c'est plus 0,5. Ça fait qu'on a gagné une On a perte. gagné, à plus 0,5, on a gagné une copie. D'accord. 1, 2, 3, 4 copies. Donc on a 4 fois plus. D'accord? Oui. Alors vous en déduisez quoi? Vous pouvez dire aussi, mais ça n'existe pas, vous avez inventé ça, c'est n'importe quoi,
c'est là-dedans aussi, hein. C'est une bêtise. Non, ce n'est pas une bêtise. C'est vrai. Et ça, alors, donc, quelle déduction pour ce locus? Ça veut dire que peut-être que ce locus ne va pas donner, il ne concerne pas des gènes qui vont être impliqués dans du retard mental ou des malformations, mais peut-être qu'il concerne des régions qui varient chez l'homme et qui peuvent être impliquées dans l'adaptation des humains à leur situation, à leur environnement. Alors, pour vérifier, on va voir. On prend les séquences d'ADN se trouvant dans la région et on fait ce qu'on appelle du fiber fish, c'est-à-dire qu'on prend de l'ADN, on est capable de faire ça, on l'étire et on le met sur une lame, et sur cet ADN qui est étiré, on hybride. On hybride une séquence, et ce gène, c'est le gène de l'amylase. Qu'est-ce que tu vois? Alors, voilà, tu peux lire, hein? Vas-y. Vas-y. Bah, C'est quoi la population 1, c'est quoi? La population 1, c'est des descendants d'agriculteurs, grands consommateurs d'amidon. Ça veut dire que comme ils sont habitués de par leur environnement à consommer de l'amidon, ils vont avoir un gène qui va leur permettre de le métaboliser. Mais c'est de l'amylase. Oui. Mais oui, mais là, qu'est-ce que tu constates? Qu'ils ont beaucoup de copies. Ah, mais c'est ça qui est important. Ils ont beaucoup de copies d'amylase. C'est ce qui leur permet, c'est cette caractéristique qui leur a permis de s'adapter. Alors, bon, et continue. Et les 2, 3, 4, ils ont moins de gènes de l'amylase parce que l'environnement ne nécessite pas Ouais. ce gène. Ensuite, On a 5 et 6, les bonobos, qui ne doivent pas consommer du tout d'amidon. mais ce sont les chimpanzés, ce sont des singes. Oui. Ce sont d'autres types de primates que nous. Donc voilà ce qu'on observe. Et donc comment on interprète la CGHRE? Vas-y. Et vous commentez ça. La CGHRE va... Je lis là. Sur cette base, sachant que C appartient à l'ethnie Muni qui sont A et B. C appartient à 2. A priori, 1, ce serait donc la population qui va descendre Non, B, ce serait la population qui va descendre des agriculteurs, qui a plus de copies du gène de l'amylase. Et A, ce serait une population... Ben celle-là, par exemple. Oui. D'accord? Donc, sur cet exemple, il y a plusieurs choses à voir. Tout d'abord, vous voyez que là, ça ne veut pas dire qu'il y a un individu qui a une délétion. Il a simplement un nombre de copies différents. On aurait pu penser qu'il a une perte. Il a une perte, une délétion dans un chromosome. C'est pas ça. C'est qu'il est comparé à un individu qui a beaucoup plus de copies que lui. Donc il a moins de copies que l'individu. Mais ça ne veut pas dire qu'il a une perte, il a une perte dans un chromosome. Donc l'hybridation in situ est toujours quelque chose d'important pour vérifier le mécanisme. D'accord? Pareil pour la population où il y a eu une amplification. Donc il faut tout le temps vérifier. Ça peut être une translocation, ça peut être une insertion dans plusieurs endroits. Là, c'est un phénomène lié à l'environnement. Vas-y. Les copy number variations, comme celui comprenant le locus du gène AMI1, sont retrouvés chez plus de 1% de la population, soit plus copy number polymorphism. Quel rôle peuvent-ils jouer dans la diversité humaine? Dans quelle région chromosomique les trouve-t-on avec une plus grande fréquence? Quel rôle ils jouent dans la diversité humaine? Si les individus n'ont pas le même nombre de copies, ça implique une diversification. Diversification. Ça veut dire, c'est pour montrer que ce phénomène est un phénomène qui joue justement dans la diversité humaine, qui est à la base de la diversité humaine entre nous. Il y a un nombre très important de CNP entre nous tous. D'accord? Et en plus, il y en a certains qui sont spécifiques de population, comme on vient de voir celui-là. Mais par exemple, il y en a certains qui se trouvent
au niveau de notre capacité de métaboliser tel ou tel médicament. C'est pour ça que tel individu va métaboliser différemment certains médicaments. Ou il y en a qui se trouvent sur un certain nombre de gènes qui codent pour le métabolisme de la testostérone. Donc il y aura des individus qui auront des taux de testostérone qui pourront varier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont dopés hein, au Tour de France. Hein. Bon. Mais enfin quand même, il faut faire attention. Il y en a qui interviennent par exemple dans les gènes qui codent pour l'immunité, qui fait que justement, par rapport à des agressions microbiennes ou virales, on réagit de façon différente. On a trouvé ça par exemple pour, je ne me rappelle pas quel type de molécules immunoglobulines-like, qui répétée va protéger des individus contre le VIH. Donc vous voyez l'adaptation humaine, l'idée là c'est que ça joue un rôle extrêmement important dans notre diversité. Et puis, dans la spéciation des primates, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de locus qui sont diploïdes chez les grands singes et qui sont répétés entre 5 et 6 fois chez nous. Ce qui montre également que ces séquences, ces régions ont joué un rôle, sont actives et ont joué un rôle important, non seulement dans la spéciation, mais également dans notre diversité. Et on n'a pas répondu à la question, quel rôle peut-il jouer dans quelle région chromosomique on les trouve avec plus grande fréquence? T'as pas d'idée? Non. Quelles sont les régions qui, à chaque méiose, peuvent donner des recombinaisons et donc des amplifications? Exactement. C'est là qu'on les trouve. C'est pourquoi, dans ces zones de duplication segmentaire, il y a des gènes. Et le gène de la ménase se trouve dans une duplication segmentaire. Mais justement, il varie, puisque les points de recombinaison à l'intérieur de ces duplications segmentaires peuvent varier plus ou moins, parce qu'il y a plusieurs duplicons. Donc ça peut plus ou moins varier. Et ça varie tout le temps pour nous. Mais il suffit encore une fois qu'un individu ou un certain nombre d'individus acquièrent un avantage prolifératif ou d'adaptation à un moment, ces individus vont plus proliférer que d'autres individus. Et c'est pourquoi on va trouver des fréquences géniques, par exemple de duplication importante de l'amylase. Dans certaines populations, ça s'est constitué dans des milliers d'années. Et ça se constitue. Ça finit par se constituer. D'accord? Donc, est-ce que ces séquences participent à l'impossibilité des méioses interespèces? A priori, moi je dirais non, parce que c'est juste le nombre de coquilles qui va varier, c'est pas la séquence. Exact, et donc ça ne va pas empêcher l'appariement. Sinon, si c'était vrai, eh bien, il y a beaucoup de... Le métissage génétique n'aurait jamais pu être possible, parce que beaucoup de choses n'auraient pas dû être possibles d'ailleurs. OK? Donc voilà ce que vous avez à retenir de façon majoritaire. Merci. Et donc, écoutez, bonne révision. Hein? C'est quand est-ce que vous avez l'examen? Vous ne savez pas? Pardon? Décembre. D'accord. Vous avez reçu mes corrections de notes? Merci. OK. Bon, écoutez, merci et bon travail. Alors, pour l'organisation, il n'y a qu'une seule personne qui veut venir dans le labo? Alors, vous m'envoyez un mail, comme elle m'a envoyé, et à ce moment-là, et pourquoi ça te gêne? Mais c'est normal. Vous m'envoyez un mail, vous avez mon adresse, serge.romana@nck.fr, etc. Vous m'envoyez le mail, on fait une sorte de doodle, enfin bref, on organise ça, et vous allez venir pendant 2-3 heures, parce qu'il faut que j'organise ça avec les techniciens, etc. OK?